Bonjour Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Le rapport que vous avez remis au Premier ministre le 15 février 2010, véritable plaidoyer pour l'intégration des TICE dans l'enseignement avec un programme de 70 mesures pour faire basculer l'école dans l'ère du numérique, a fait apparaître le retard français en la matière et le caractère inégalitaire du système éducatif français. Ce rapport concernait avant tout l'équipement numérique des établissements. 2 ans après, pensez-vous qu'il a fait bouger les lignes? Et quelle est selon vous la situation de ce point de vue? Alors oui, ce premier rapport a fait bouger les lignes au niveau de l'équipement matériel. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de tableaux numériques, bien sûr, dans les écoles, que ce soit dans le primaire ou le secondaire. Deuxièmement, l'environnement numérique de travail atteint comme un niveau quasi total, notamment dans le secondaire, et commence bien sûr dans le primaire. Troisièmement, vous avez les ressources dans lesquelles il y a eu des financements qui ont été débloqués. Il y a eu des légalisations également d'innovation de la part d'enseignants où l'éducation nationale, l'administration était assez défensive vis-à-vis de certaines innovations des enseignants qui ont été légitimées par cette première mission. Donc je dirais qu'il y a une forme de tolérance, de sortir un peu des lignes, des chemins tracés depuis des années sur la façon d'enseigner en France, qui a été validée un petit peu, qui a été légitimée par cette étude. Je vous le dis parce que beaucoup d'enseignants l'ont dit. Avant même, quand ils étaient contrôlés par les enseignants, par les inspecteurs, pardon, il fallait qu'ils retirent la partie des TICE. Aujourd'hui, c'est quand même complètement différent. Il y a une acceptation, il y a même un accompagnement par les inspecteurs. Donc vraiment, il y a eu un choc culturel qui a été salutaire, mais qui s'est surtout d'abord traduit par une augmentation du matériel. Alors, on n'est en aucun cas à 100%. De toute façon, aucun pays au monde n'a 100% de télé dans les classes, 100% d'environnement numérique de travail, des tablettes, une tablette par élève, des classes mobiles, du e-learning à la maison gratuit, etc. Personne n'a cela, que les choses soient claires. Bon, simplement, la France doit être en tout cas dans les 10 premiers, je pense, dans l'Union européenne aujourd'hui en matière d'équipement matériel. Bien sûr, ça varie, hein. Il y en a qui ont mis le paquet sur le TNI, d'autres qui mettent le paquet sur les tablettes, d'autres qui mettent le paquet sur par exemple la visioconférence pour les cours d'anglais. Bon. Donc il y a une batterie d'outils aujourd'hui, en tout cas qui est massivement entrée en France, même si on n'est en aucun cas à 100%. Alors bien sûr, il y a le problème du très haut débit. Vous le savez que plus les établissements s'équipent de ce type d'outils, plus ils découvrent bien sûr le problème que bien entendu la consommation et bien sûr il faut très vite que la France accélère son infrastructure en très haut débit. Quasiment la quasi-totalité des écoles aujourd'hui ont du haut débit, mais on est encore loin du très haut débit, sauf pour des grandes capitales. Donc voilà, donc ça c'est les problèmes qui ont évolué. D'ailleurs le très haut débit aussi a évolué, mais je dirais qu'il faut aller encore plus vite. Alors bien entendu, il y a le problème du coût qui se pose aussi. Moi je l'ai dit, j'ai parlé d'1 milliard si on veut accélérer la formation de nos enseignants. Alors on peut se passer de ce milliard, on peut redéployer, mais ça va être beaucoup plus long. Si vous le faites sur 5 ans, oui, bon, mais si vous, tout de suite on voulait dire on y va d'urgence, bon voilà, il faut mettre au moins une somme comme ça. Deuxièmement, je l'ai dit également sur le plan du matériel, si demain on veut équiper encore plus massivement qu'on l'est aujourd'hui en France, dans tous les territoires, c'est quand même un très gros montant, c'est près de 10 milliards demain si vous voulez. Bon, je dis personne ne demande également tous les matériels dans toutes les régions, mais je dirais qu'en tout cas, il faut connaître ce chiffre, on est à près de 10 milliards si demain on veut une accélération massive des matériels. Troisièmement, le très haut débit. Et bien là, idem, c'est un montant de près de 25 milliards si demain vous voulez que toutes les régions de France, tous les départements soient à équivalence. Donc bien entendu, dans aucun pays au monde, surtout dans cette période encore de crise économique, ne peut se permettre bien sûr de faire des choix budgétaires. Bon. Mais il vaut mieux connaître les chiffres. En tout cas voilà, le matériel, le niveau de matériel a évolué massivement en France. Il n'est pas encore à un niveau satisfaisant, c'est en cours. Mais en tout cas, cette première mission a donné ça. Alors, la deuxième mission, pourquoi? Vous m'avez posé la question. Eh bien, parce que très vite, les enseignants m'ont dit « Bon, monsieur Fourgousse, c'est bien gentil. Votre première mission nous a effectivement un petit peu permis d'accélérer l'équipement. C'est pas encore au top, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais si on a ce matériel qui coûte cher, on s'en rend compte, mais que vous ne nous permettez pas de changer la pédagogie, ça ne sert à rien. Donc, il faut maintenant nous permettre de modifier cette pédagogie trop frontale, trop verticale, trop magistrale,
qui aujourd'hui n'explique que 5 à 10% peut-être de ce que l'enfant retient, et qu'on puisse avoir affaire à la pédagogie collaborative, la pédagogie différenciée, la pédagogie mixte, c'est-à-dire une partie dans la classe et une partie en dehors de la classe. Si on revient aux investissements, là, juste un instant, bon, les collectivités territoriales ont investi fortement. Il semblerait, comme vous le dites, que chacune n'a pas investi de la même façon, dans le même champ exactement. Donc c'est quand même un investissement qui est assez hétéroclite. Mais ne pensez-vous pas que ce type d'investissement qui est pris en charge par les mairies ici, les conseils généraux là, les conseils régionaux ici, et de façon différente de telle mairie à telle mairie, d'ailleurs pour des raisons de coût et de richesse et de capacité financière, ne pensez-vous pas que cela peut conduire, ou a conduit, je ne sais pas, à une fracture territoriale plus grande, en particulier entre les espaces territoriaux ruraux et les espaces périurbains ou urbains? Alors d'abord, il y a eu le plan numérique rural qui a donné ses satisfactions. Je pense que c'est une première étape, on doit aller plus loin. Donc ça a quand même comblé une certaine fracture dont vous parlez. Cela dit, oui, la fracture, il y a toujours une certaine fracture qui existe, mais enfin, de toute façon, c'était encore pire qu'avant. Quand vous aviez une région qui mettait massivement le paquet, bon, et il y avait une autre région qui avait strictement rien, aujourd'hui, vous n'avez plus cet écart-là. Tout le monde s'y est un petit peu mis, voire moyennement mis, il y en a qui, effectivement, ont mis vraiment le paquet. Je pense que donc ça, c'est un point positif. Cela dit, je vous le rappelle qu'au-delà de cette fracture qui existe encore un petit peu, mais qui a été baissée, au-delà de cette fracture matérielle, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la fracture culturelle, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont effectivement du matériel, mais qui ne savent pas l'utiliser. Alors justement, pourquoi cette mission? Vous avez présenté donc un deuxième rapport le 3 avril sur l'innovation essentiellement, qui traite de la pratique pédagogique par le numérique et la formation des enseignants. Cette mission, pourquoi elle est venue à ce moment-là? Parce que ce sont des gens comme vous qui sont venus me voir, ou des enseignants qui m'ont dit « Mais monsieur Forbous, on fait quoi maintenant? Alors, est-ce que oui ou non, vous allez nous modifier nos formations initiales? Parce que dans les formations initiales, même les enseignants actuellement qui rentrent, ils apprennent même pas avec un TNI. Comment voulez-vous qu'ils sachent demain écrire un scénario pédagogique pour le numérique, si même encore aujourd'hui, ils n'ont même pas de TNI pour certains dans les classes en formation initiale. Donc l'essentiel, c'est la formation, si je comprends bien. Bien entendu, là ils m'ont dit, bon, il faut tout de suite intervenir, et à vous de voir si on peut pas, dans une deuxième mission, également pour la formation continue d'ailleurs, où il n'y avait pas assez de matériel, également même dans nos inspecteurs, de bien, même s'il y a des inspecteurs très innovants, il faut le dire, mais il y en a d'autres qui hésitent encore un peu, qui se posent des questions sur cette pédagogie traditionnelle, et puis également sur le fait qu'il n'y a pas assez de comparaison internationale, c'est ce qui fait avancer, vous savez, il n'y a pas de progrès sans évaluation, et donc il faut bien montrer ce qui se passe dans d'autres pays, et donc là on a décidé d'aller un peu plus loin, de faire une grosse étude benchmarking sur la pédagogie, aujourd'hui avec le numérique, comment ça se passait dans les autres pays. Et là, on s'est aperçu oui, que par exemple, la pédagogie mixte est en train de faire une poussée dans Qu'est-ce que c'est la pédagogie mixte? Alors, la pédagogie mixte, c'est quoi? C'est une partie en présentiel, mais peut-être moins importante. Vous savez que paradoxalement, la France est le pays où les élèves ont le plus grand nombre d'heures devant un enseignant, en classe, or on est 22e à PISA. Il y a des pays qui ont moins d'heures de cours en classe directe traditionnelle et qui ont plus d'heures de cours en dehors du cours avec des méthodes d'e-learning ou de pédagogie mixte, c'est-à-dire en présentiel et à domicile, ou bien dans un centre numérique. Voilà. Donc on sent bien que l'enfant, il apprend mieux d'abord en pédagogie collaborative avec un groupe, ou bien seul devant un écran, ou par réseau d'ailleurs. Mais aussi, il faut aussi un peu de pédagogie, bien sûr, en face du prof, où le prof donne les... C'est un autre métier demain, on voit bien, il donne les grandes directives, les grands objectifs, les méthodes, sur quelles ressources il faut aller, mais je pense que demain, le métier d'enseignant va complètement être transformé, mais d'ailleurs va se démultiplier en valeur ajoutée pédagogique, donc vous êtes devant une vraie révolution, donc c'est ça dans cette deuxième mission qu'on a voulu montrer, c'est de dire, voilà, on va enrichir le métier d'enseignant, on va le préparer à demain, mais il faut y aller parce que ça ne sert à rien de faire des efforts matériels coûteux si on ne va pas tout de suite sur le changement de perception, le changement de méthode, le changement de définition de fonction du métier d'enseignant, qui soit beaucoup plus aussi animateur, qui puisse faire du web tutorat, qui puisse suivre à distance. Moi je peux vous dire, on a fait une grille de 4 niveaux à Elancourt, on a 150 profs qui travaillent avec nous et tout le monde s'y est mis. Il y a 4 niveaux. Il y a le niveau 1 où l'enseignant commence à découvrir un ordinateur, puis vous avez le niveau 4 où le prof il fait des cours avec ses collègues,
préparer des cours à plusieurs, il fait aussi participer les élèves, il fait du web tutorat le soir, il a des exercices en pédagogie différenciée, chaque élève, il y a un petit peu qui a un problème, bon, il a un support individuel, enfin c'est le top, donc on sent bien qu'entre le niveau 1 et le niveau 4, c'est là l'objectif de cette deuxième mission, plus que de savoir que vous avez le plus beau matériel ou pas. C'est plus sur la pédagogie que la différence va se faire, donc c'est là-dessus qu'on a. Alors vous m'avez aussi posé la question sur la gouvernance, je crois. Oui, c'est ça, oui. Je voulais savoir s'il n'était pas nécessaire qu'il y ait un autre type de gouvernance des politiques publiques en la matière. Alors, là, ça c'est le sujet, pas tabou, mais le sujet le plus difficile. Bon, je pense que ce qui est le plus difficile au monde, c'est mettre des gens différents autour d'une table, avec des statuts différents, avec des objectifs différents, des façons qui sont évaluées différentes, des formations différentes. Bon, là, bien entendu, vous allez devoir mettre des élus qui ont quand même le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, ce sont les collectivités. L'État, il n'a plus de marge de manœuvre, mais lui, il maîtrise la formation. Bon. Donc l'État, les rectorats, les collectivités, et le privé également. Le privé, il travaille, il fait de la recherche, le privé, il ne faut pas le diaboliser, il ne faut pas dire... Justement. Il faut bien le remettre dans le cercle et lui faire participer à la décision. Dans votre intervention, justement, aux journées du e-learning à Lyon, vous prenez une véritable synergie entre le privé et le public. C'est de cela dont vous parlez. Bah oui, écoutez, on a d'abord un niveau d'endettement, de déficit, je ne vais pas vous le rappeler, tous les Français le connaissent. Bon, il faut bien vous dire aujourd'hui, si vous voulez avancer, il ne faut pas dire le privé, c'est pas moral, moi je suis le public, je suis moral, il faut arrêter ça, ça ne passe plus, d'abord ça agace tout le monde. Il y a des gens bien partout, dans le public, dans le privé, il y a des talents partout. Il faut que ces talents apprennent à travailler ensemble. Je peux dire, surtout sur un sujet comme le numérique, allez voir dans les entreprises, ils ont un niveau de culture numérique plus élevé que dans le public. Donc faut pas voilà. Et en plus, le privé, lui, il a besoin d'avoir des élèves extrêmement performants en numérique. Donc de toute façon, il y a une synergie naturelle à créer. D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens l'ont compris, c'est simplement un message à rappeler. Donc voilà, il faut être capable de coordonner. Donc vous avez des talents en France, vous avez des bonnes idées, des gens qui ont envie. Eh bien, l'art supérieur du management, c'est effectivement d'arriver à mettre autour d'une table des gens si différents, de leur donner envie de travailler ensemble, de donner un sens à une mission. La mission, c'est quoi? C'est que la France retrouve un modèle éducatif dans les 10 premiers au monde. Et là, la révolution du numérique peut leur permettre, mais à condition que tout le monde s'entende. Donc, chacun a une responsabilité devant cette décision de se mettre. Et il ne faut pas commencer à dire c'est moi le chef. Donc, il faut trouver une situation, une structure qui soit suffisamment souple, mais en même temps qui soit quand même managée. Parce que si c'est pour faire de la réflexion toute la journée, non. Il faut quand même que ce soit une structure d'action, mais d'action coordonnée, où chacun accepte quand même de discuter, mais après surtout d'agir. Hein. Il ne suffit pas, parce que c'est des structures de concertation, c'est bien en France. Alors, il y en a, hein, ça n'en manque pas. Là, c'est plus une structure légère de concertation avec des gens de bonne volonté, motivés, et qui ont vraiment envie de faire monter le modèle scolaire français. Et je peux vous dire, on a le talent dans ce pays de le faire au plus haut niveau dans les 10 premiers. Alors, il y a peut-être un handicap qu'il faudrait lever, qui a déjà été soulevé ici l'année dernière, et vous le demandez également vous-même, vous demandez une véritable exception pédagogique pour les droits d'auteur. En quoi la France, de ce point de vue, est en retard? Et pourquoi ce retard? Bon, d'abord, on le constate, nous, c'est que les profs qui sont au niveau 4, comme au niveau, ils produisent. Ils produisent, mais ils utilisent aussi. Ils consomment des images avec des droits 10 fois plus que quand ils étaient avec la craie et le tableau. Bon, c'est un fait. Bon, une fois qu'on a constaté ça, il y a de plus en plus de profs qui, bien sûr, utilisent de plus en plus de références, de ressources comme ça avec des droits. Bon, il faut résoudre le problème. Ils ont multiplié quasiment par 10 un cours bien rédigé, avec un bon diaporama, avec des images, avec de l'animation, etc. On le voit bien. Bon. Donc il faut résoudre ce problème, et il n'est pas encore résolu. Alors partiellement, il y a une directive européenne qui a déjà fait passer un nombre de choses en France, mais il faut aller plus loin. Pour l'instant, c'est pas encore complètement protégé. Donc il faut, dans les 6 mois, passer une proposition de loi pour régler, comme d'ailleurs les Belges l'ont fait, on l'a vu d'ailleurs ce matin donc à ce congrès. Il faut s'en inspirer, il faut en tout cas compter sur moi en tout cas, pour accompagner à l'Assemblée nationale, par un certain nombre de mes collègues, le fait qu'on puisse faire voter cet amendement. Vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste parce que d'abord, il n'y a pas de clivage gauche-droite, honnêtement, sur l'éducation, à part cette polémique du nombre d'enseignants, etc. Mais en dehors de ça, c'est pas très clivé. Surtout le numérique, ça n'a jamais été un sujet clivé entre la gauche et la droite, donc c'est bon signe pour faire passer un amendement.
Merci beaucoup.